Passons de la théorie à la pratique. Il s'agit ici de proposer quelques mesures-principes dans les trois domaines principaux de la vie économique: la propriété, l'argent et le travail. Seul le peuple pourrait les voter. Aucun gouvernement, de droite comme de gauche, n'en aurait la volonté, dans la mesure où, je l'ai souvent répété, ils veulent surtout que rien ne change, dans l'espoir de conserver leur montage financier néolibéral au détriment de l'économie réelle, ce qui les enrichit chaque année sur notre dos. Au préalable, j'aimerais revenir sur la nature même de l'objet spirituel démocratie. Aucun discours rationnel, encore moins scientifique, ne pourra jamais démontrer de manière apodictique, c'est-à-dire vraiment certaine, que la démocratie directe serait la seule, la vraie, de telle manière qu'un consensus intellectuel la validerait. D'abord parce qu'il n'existe aucune expérimentation grandeur nature, même Athènes au 5e siècle avant notre ère, ni même la Suisse de nos jours. Ensuite parce qu'elle est, en tout premier lieu, un objet spirituel. Et un objet spirituel ne se démontre pas, il se vit ou pas. C'est valable pour tous les objets, comme le peuple, la nation, l'argent magique, et bien sûr, l'ensemble des valeurs universelles. On ne démontre pas la bonté, l'hospitalité ou la solidarité. Elles sont ou pas. Ce sont des vérités de fait et non des vérités de science. Autrement dit, sans admettre la présence de notre dimension spirituelle, aucun discours ne rendra compte de l'essence même de la démocratie. C'est toute la difficulté devant nous. Il faudra l'instaurer, la vivre avec patience et détermination pendant des années, des dizaines d'années, pour qu'enfin elle émerge. Le destin est une page blanche sans garantie. De même, s'agissant du peuple, surtout du cœur des peuples, il n'existe réellement qu'au moment où il vote ses lois, ses budgets, ses traités, et après avoir été instruit avec loyauté et sincérité. Tous travaux de délibération préalable, que cela soit dans un café ou organisé en convention citoyenne, ou qu'ils militent par millions, ne caractérisent en aucun cas le peuple en soi, ni même bien évidemment lors des élections de ses représentants. Le peuple se manifeste en tant que tel dès lors qu'il exerce son pouvoir souverain en commun quand il vote à propos de son destin. La démocratie dont je parle est consubstantielle à la notion de destin, lequel par nature ne peut pas être délégué, représenté ou confié unilatéralement à autrui, notamment le destin économique et écologique. Le destin est nécessairement commun et décrété en commun, sinon c'est l'éternelle guerre des riches contre les pauvres. Enfin, rappelons que la compétence morale et la sagesse n'habitent qu'au cœur d'un peuple et nulle part ailleurs. Alors abordons ces trois piliers altruistes pour une démocratie directe, spirituelle, laïque. Le premier pilier, limiter la propriété privée de production. En 1840, Proudhon confirme magistralement le drame du caractère illimité de la propriété dans son ouvrage majeur. Qu'est-ce que la propriété ? Je le cite. La propriété est impossible parce qu'avec elle la société se dévore. La propriété est impossible parce qu'elle est mère de tyrannie. La propriété est impossible parce que sa puissance d'accumulation est infinie et qu'elle ne s'exerce que sur des quantités finies. La propriété est impossible parce qu'elle est la négation de l'égalité. Fin de citation. Jean Ziegler, un sociologue suisse, qui espère voir un jour le capitalisme détruit par les nouvelles générations, écrit dans Le capitalisme expliqué à ma petite fille,
Je cite, parce que la propriété privée, sa protection absolue, fût-ce au détriment de l'intérêt collectif, constitue le nœud du problème, la source initiale d'un capitalisme monstrueux. Fin de citation. Un dernier exemple, Thomas Piketty, écrit dans Capital et idéologie. Je le cite. Si l'on souhaite sortir de cette logique d'accumulation infinie, alors il faut se donner des moyens intellectuels et institutionnels d'un véritable dépassement de la notion de propriété privée. Par exemple, avec le concept de propriété temporaire et de redistribution permanente de la propriété. Fin de citation. Notez bien, temporaire, donc pas seulement limité en quantité, mais aussi dans le temps. Et l'idée de redistribution de telle sorte que la propriété perde son caractère absolu d'accumulation et permette une réduction des inégalités patrimoniales. À rebours, notamment en France, nous manquons cruellement de logements à des prix accessibles. Dans son 27e rapport annuel de 2022 sur l'état du mal-logement en France, la Fondation Abbé Pierre parle d'au moins 4 millions de personnes non ou mal logées, 14,6 millions de personnes fragilisées par la crise du logement et 300 000 privées de domicile fixe. Voici 5 mesures-principes découlant du concept de propriété temporaire et de redistribution permanente selon l'approche de Thomas Piketty. Premièrement, fixer une limite à la propriété privée de production, toutes formes confondues. Par exemple, 20 millions d'euros maximum par citoyen. C'est aux Français de voter cela. L'essentiel étant de poser une limite, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, établir une échelle de tous les revenus, quels qu'ils soient, de 1 à 20, par exemple de 2 000 euros par mois à 40 000 euros par mois. En économie spirituelle, le SMIC ou salaire à vie s'élèvera à 2 000 euros par mois en valeur d'aujourd'hui. Impossible, diront certains, il suffit de le décréter et de s'en donner les moyens en équilibrant capital financier et capital travail. Troisièmement, instaurer une dotation universelle en capital. Je propose 200 000 euros au lieu de 120 000 euros proposés par Piketty. Par adulte, dès l'âge de 25 ans. Une idée géniale de Thomas Piketty, permettant de réduire les inégalités patrimoniales via l'intervention de l'État, c'est-à-dire le bien commun des peuples. Quatrièmement, autant que possible, transformer les moyens de production en coopératives. La coopérative ou SCOP, Société coopérative et participative ou Société coopérative de production, est une société dont les salariés sont les associés majoritaires. Elle est la structure juridique de la démocratie qui respecte la notion de pouvoir en commun pour les décisions concernant le destin, associé d'une hiérarchie bienveillante. Cinquièmement, d'une manière générale, équilibrer l'utilisation des richesses et ressources de la planète en limitant tous les excès inutiles, toute forme d'appropriation illégitime. Le second pilier, abolir toute forme de spéculation dans la Constitution. Outre la spéculation habituelle déjà largement dénoncée, voici un autre exemple, mais d'un autre ordre, la mafia d'État. Pantouflage et rétro-pantouflage. Dans Crépuscule, Juan Branco nous parle du népotisme et de l'entre-soi des grands commis de l'État et nous explique comment cette petite société élitiste s'est arrogé tous les pouvoirs pour mieux s'enrichir sur le dos des Français. De même, dans La mafia d'État, Vincent Jouvert, journaliste d'investigation, a quantifié l'indécence de leurs revenus et rétributions en tout genre, en soulignant cette particularité très française. Un haut fonctionnaire du public se trouve être très souvent, en même temps, administrateur de plusieurs grands groupes du privé. Pour illustrer son propos,
l'auteur retranscrit un entretien qu'il a eu le 14 avril 2021 avec Jean-Dominique Comolli. Comolli a reçu la mission de privatiser la CEITA dont, je cite, « le chiffre d'affaires de la firme désormais privée ne cesse lui de baisser, pour la brader, diront certains, d'abord aux Espagnols, puis aux Anglais, avant de la rebaptiser Altadis. » Voici comment mettre à mal une entreprise française à l'origine très rentable. Son fossoyeur restera à sa tête de 1993 à 2010, donc durant 17 ans. Je le cite encore. Durant nos échanges, il me confiera que pendant des années, son salaire s'élevait à 1 200 000 € par an, 100 000 € par mois, sans compter les stock options. Et que, aujourd'hui, l'entreprise publique qu'il a privatisée puis vendue lui verse une retraite chapeau de 40 000 € bruts par mois, somme qu'il percevra jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est pas fini, ajoute-t-il. En janvier 2018, alors qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée et Bruno Le Maire à Bercy, ce pourcentage grimpe par arrêté de 30 à 85% de jetons de présence suite à l'ordonnance du 20 août 2014. Ainsi, cette année-là, notre ancien grand commis, qui perçoit, on l'a vu, 40 000 € de mois de retraite chapeau de l'ex-CEITA, va aussi encaisser 48 875 € d'Air France en jetons de présence. Fin de citation. Autre exemple, je cite toujours notre auteur. En 2020, Augustin de Romanet a tout de même perçu de Score, 4e groupe mondial de réassurance, 176 000 € de jetons de présence. Un complément non négligeable à sa rémunération de président d'ADP à l'aéroport de Paris, qui, à l'instar de tous les salaires des dirigeants d'entreprises appartenant à l'État, est plafonné à 450 000 € par an quand même. Fin de citation. Je cite à nouveau. On l'a vu, l'entreprise de la caste des hauts fonctionnaires sur le monde des affaires est régulièrement dénoncée depuis le début du XXe siècle. Sa prégnance sur la vie politique, elle, n'apparaît qu'au début de l'ère gaulliste comme consubstantielle à la Ve République. Sous la Troisième République, politique et autres fonctions publiques étaient deux mondes distincts, explique le professeur de droit Jacques Chevalier. À partir de 1958, la constitution d'une élite politico-administrative unifiée constitue un moment exceptionnel dans le monde occidental. Fin de citation. Bref, une étrange exception française contre nature, puisque les pouvoirs toxiques, exécutifs et administratifs sont confondus. La chaîne de commandement est donc rompue. Voici un dernier exemple emblématique. Je cite. Le parcours d'Édouard Philippe n'a pas fini de nous renseigner sur les mœurs de la caste. En grattant, j'ai découvert qu'il y a quelques années, le futur Premier ministre était à la fois haut fonctionnaire en activité, cadre dirigeant d'une entreprise publique, élu de la République et membre d'un conseil d'administration d'un groupe privé. En grattant un peu plus, j'ai appris qu'en cumulant de la sorte des fonctions au sein de toutes les élites du pays, administratives, politiques et économiques, un penchant de la nouvelle caste d'État, il était alors possiblement en faute. Fin de citation. Dès son départ du gouvernement Macron, le maire du Havre a aussitôt rejoint en tant qu'administrateur le groupe Atos, géant des services informatiques dans 73 pays, il faut bien vivre, tout en poursuivant sa carrière politique et en créant notamment un nouveau parti appelé Horizon. Dans le domaine professionnel, le chouchou des Français, comme le surnomme notre auteur, fait preuve d'une vitalité surhumaine. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de collusion entre pouvoir financier et pouvoir politique ? Ce sont les mêmes qui vont et viennent à la même gamelle. La conclusion s'impose donc. Maîtrisons l'argent au niveau des collectivités, des services publics et des grandes entreprises. Cette gabegie doit s'arrêter. C'est pourquoi l'argent doit devenir un bien commun, que j'ai défini sous le concept d'argent magique.
Il convient d'en répartir son contrôle par niveau administratif, au lieu de laisser voter un budget national par une élite centrale qui contrôle entre autres celui des collectivités locales. Il faudrait établir des budgets locaux autonomes votés par les citoyens concernés dans tous les domaines d'activité publique, mais aussi privés. Alors voici 5 mesures principes. Premièrement, face à la spéculation des actifs financiers, limiter par exemple à 2 ou 3% le taux d'intérêt des placements ou des prêts d'argent, quels qu'ils soient. En général, les actionnaires attendent 15%. Il faut vraiment combattre toutes les formes de spéculation. Deuxièmement, créer ou nationaliser une banque du peuple, réunissant l'ensemble des dépôts librement consentis par les citoyens afin de financer l'économie réelle sur des bases saines. Les banques privées pourront faire leurs affaires, si je puis dire, mais sans le concours de l'épargne volontaire des citoyens. Plus généralement, séparer à nouveau les banques d'affaires des banques de dépôt, question récurrente depuis la crise de 1929. Troisièmement, faire que l'argent devienne un bien commun et voter l'ensemble des budgets afin de les maîtriser. En dernier ressort, l'argent public doit être contrôlé par les citoyens et uniquement utilisé dans l'investissement et le social. Par exemple, il est impératif de réindustrialiser la France en vue de son autonomie. Nos politiques ont massacré l'industrie française, comme par exemple le scandale d'Alstom dont M. Macron, alors ministre des Finances, en a été le principal instigateur et bénéficiaire. C'est du moins ce qu'avait montré le regretté député Olivier Marleix. Quatrièmement, changer le statut de l'entreprise dans le Code civil français afin de libérer celle-ci du diktat du court-termisme imposé par les actionnaires. C'est une proposition de Gaël Giraud. Ça concerne le troisième pilier qui suit. Cinquièmement, nous l'avons vu, la dette souveraine est en réalité en grande partie le résultat de divers montages financiers monstrueux. Je vous renvoie au livre Les Prédateurs de Catherine Le Gall et Denis Robert, et sert surtout à enrichir la caste oligarchique au détriment des peuples. La France est l'un des pays les plus imposés, alors que son hôpital public et ses universités souffrent faute de moyens. Où sont passés nos impôts, l'argent de nos hôpitaux, de nos universités? Dès lors, la dette souveraine appartenant au peuple doit être financée par l'argent magique à taux zéro. Troisièmement, le troisième pilier, partager les fruits du travail car la terre n'est à personne. Rousseau. Dans le prochain podcast sur l'étude du travail et son caractère sacré, nous allons rendre au travail toute sa dignité. Dans l'attente. Ici, il ne s'agit que de la question du partage équitable du travail. Or, cette question va perdre tout son sens quand l'intelligence artificielle et la robotisation vont remplacer une très grande majorité des emplois actuels vers 2030-2050. C'est juste demain. Quoi qu'il en soit, pour illustrer ce troisième pilier, observez ce graphique issu de l'INSEE. Il parle de lui-même et confirme le renversement des politiques économiques, celles de Reagan, Thatcher et Mitterrand, à partir des années 1980. Années au cours desquelles le capital travail a été massivement dévalorisé au profit du capital financier. La courbe marron représente la valorisation du travail et la courbe en pointillé, la valorisation du capital financier. Elles se croisent au tournant des années 1980-90. Le pic de la valorisation du capital financier a pris la place du pic de la valorisation du capital travail. Notez que la période des 30 Glorieuses, avec une forte croissance, est une anomalie économique exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Les valeurs d'égalité et de partage étaient privilégiées. Suite à 4 années de guerre et de souffrance, la souffrance est partageuse. Aujourd'hui, et depuis un demi-siècle, la relance de la croissance du PIB n'est pas la bonne option face à la question écologique et climatique actuelle. Ce modèle économique est donc moribond.
Il ne fonctionne plus en termes de croissance. Il ne nous reste donc qu'une seule solution, la réduction du temps de travail. Sauf que celle-ci ne peut que s'accompagner d'un partage des gains de productivité. C'est l'aubaine de Proudhon. Les dividendes devront être distribués équitablement entre le capital travail et le capital financier au lieu d'être reversés en quasi-totalité aux actionnaires. Partant de ce constat anthropologique, j'oppose à la thèse néolibérale du chacun pour soi ou du à chacun ses mérites, celle de l'organisation du travail en hiérarchie bienveillante, issue de la loi naturelle de coopération, incarnant bien évidemment les valeurs universelles. Je l'ai nommé le capitalisme coopératif. Voici 3 mesures principes. Premièrement, toute entreprise de plus de 10 salariés, à définir bien sûr, distribuera la moitié de ses actions à ses employés et cadres. Ces actions salariées seront attachées au poste de travail et non à l'employé lui-même, ce dernier pouvant partir et être remplacé. En cas de démission ou de renvoi, les actions de l'employé reviendront donc à son remplaçant ou seront redistribuées si son poste était supprimé. Bon, vous avez compris l'idée. Deuxièmement, la moitié des bénéfices annuels sera donc distribuée aux employés. Quant à l'autre moitié, elle sera réservée aux investissements, aux patrons, aux cadres supérieurs ou à divers dirigeants selon la taille de l'entreprise. Le pouvoir d'achat sera ainsi réparti plus équitablement selon la rentabilité du travail, des études et du service rendu à l'entreprise et plus généralement à la société et aux pays qui l'ont vu naître ou accueillir. Troisièmement, les délégués des employés, représentant la moitié du capital social, participeront aux décisions d'orientation et au conseil d'administration. Aucune décision menaçant la pérennité de l'entreprise ne pourra être votée sans l'accord des employés. Ce n'est pas le goulag, c'est juste du capitalisme coopératif. Coopérer, c'est décréter en commun. Le goulag économique, c'est en revanche décréter dans son coin, suivant le pouvoir toxique que l'on maîtrise, selon l'héritage, le népotisme ou la possession excessive. Toutes ces mesures nécessitent une compétence que je n'ai pas. Mais Gaël Giroud, lui, en parle avec talent. Je le répète, il ne s'agit que de pistes de réflexion. Tout est à penser, tout est à faire, sans oublier que le monde de l'intelligence artificielle va tout bouleverser. Mais si déjà nos démocraties respectaient l'esprit de ces 3 piliers altruistes, le monde changerait. C'est du reste pour cette simple raison qu'aucun gouvernement ne s'engagera sur ce chemin escarpé, car surtout, j'insiste, ils veulent que rien ne change. En revanche, il est clair qu'il existe un nombre considérable de sachants et d'intellectuels compétents dans tous les domaines de la vie politique, administrative, économique, écologique, climatique et financier, pour établir notamment un plan quinquennal les satisfaisant. Ce n'est qu'une question de volonté politique, dont seuls les peuples en possèdent le courage nécessaire. J'ai déjà insisté sur la nécessité de croître dans la décroissance. Cette décroissance matérielle des biens inutiles va engendrer beaucoup de souffrance pour un grand nombre d'entre nous, mais aussi le sentiment étrange de régresser. Toutefois, la nature nous a dotés d'une transcendance innée qui nous permettra de nous dépasser et d'aboutir à un monde soutenable et souhaitable. Pour cela, encore une fois, il faudra rendre le pouvoir au cœur des peuples. Dans le prochain podcast, nous verrons la question du travail et son caractère sacré, puis le rôle des milliardaires que j'ai catalogués de nuisibles, chiffres en main, et enfin Logocratie de Clément Viktorovitch, qui vient de sortir en librairie et très riche en enseignements sur le drame des mensonges d'État, la post-vérité. Alors pardon pour mes bafouillages et très très grand merci pour votre patience.